Monsieur? Est-ce que la base fonctionne en temps de guerre? Est-ce que la BAD fonctionne en temps de guerre? Qu'est-ce que vous appelez temps de guerre? Parce que ce temps de guerre, c'est temps de guerre à très basse intensité ou temps de guerre à très haute intensité Euh, dans les différents cas. ouais, voilà. Alors, la première chose que je peux vous garantir, c'est que dans l'hypothèse d'une guerre à haute intensité aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il peut y avoir à court terme des scénarios, effectivement, où de toute façon, c'est pas très important de savoir ce que vous avez fait pour vous préparer ou pas, parce que de toute façon, vous êtes une poussière dans une tornade. Bon, je pense honnêtement, enfin c'est mon avis, il faut partir du principe qu'on exclut ces scénarios, non pas parce qu'ils n'arriveront pas forcément, mais parce qu'on sait que de toute façon, bon bah là c'est advienne que pourra quoi. Je veux dire, imaginons par exemple que nos amis de Tel Aviv, pris d'un prurite, je ne sais pas, d'une envie de témoigner du sens du spectacle traditionnellement associé à leur origine ethnique, décident que, bon, bah tiens, on va balancer quelques mini-nukes sur les Iraniens. On ne sait jamais, hein, je veux dire, avec là maintenant, moi je ne vous garantis plus rien. Hein, avec peut-être que tout ça n'est qu'une vaste opération d'enfumage et d'intoxication, mais il y a des gens qui disent, des gens sérieux, hein, des gens qui sont dans l'appareil d'État russe à un haut niveau, qui disent que c'est en préparation, qu'il y a une attaque impliquant des attaques nucléaires qui est en préparation sur l'Iran. Bon, imaginons que ça se produise. Ça va pas. Là, je veux dire, il y a des forces qui se mettent en branle potentiellement. C'est pas très important de savoir si on a un potager biologique ou pas à côté. Quoi. C'est pas le problème. Bon. Bon, on va l'exclure. On va dire que ça se passe pas comme ça parce que de toute façon, là, on n'y peut rien. Après, si c'est une situation de guerre à basse intensité, c'est-à-dire en gros, ce qui risque d'arriver en France, effectivement, hélas, c'est des situations un peu comme la sale guerre des années 90 en Algérie. Hein. Ça peut être tentant pour un pouvoir qui perd la main. Bon, la sale guerre des années 90 en Algérie, c'est évident. Enfin, je veux dire, c'est évident. Disons que c'est extrêmement probable, et c'est tellement probable qu'on peut considérer que c'est un fait acquis. C'est le pouvoir algérien qui l'a déclenché grâce à des manipulations. Il y a des agents provocateurs, parce que si la vie politique algérienne avait suivi son cours, le fils arrivait au pouvoir. Bon, demain, dans un autre contexte, on peut imaginer qu'un parti français, pas là maintenant non, mais peut-être dans 5 ans, vous projetez dans 5 ans, bon, on peut imaginer qu'un parti politique français réellement souverainiste, réellement patriote, réellement en rupture par rapport au système institué, qui est un système international, qui fonctionne par et pour l'international, et qui ne tolère pas les pouvoirs revendiquant une souveraineté nationale. Ils ne tolèrent pas, ils n'accepteront jamais. On peut imaginer qu'un parti comme ça arrive en situation de prendre le pouvoir. Dans 5 ans, c'est pas impossible. Selon la façon dont la crise se déroule, c'est pas impossible. Parce que là aujourd'hui, c'est complètement exclu. Mais si vous arrivez dans une situation, si vous voulez, historiquement, quand on regarde, en général, les systèmes politiques explosent et basculent dans des choses qui jusque-là étaient jugées impossibles. C'est-à-dire que l'impossible devient possible, historiquement, à peu près quand 30% de la population se lève tous les matins en se demandant comment elle va bouffer ce jour-là. C'est à ce moment-là que, bing, on a la masse critique et ça saute. C'est à peu près ça. Hein. Non, mais vous regardez l'histoire. En Allemagne, quand l'Allemagne s'est trouvée en situation d'avoir à choisir entre les rouges et les bruns, c'était en 1932, ça s'est déclenché en 1932. Hein. En fait, Hitler arrive au pouvoir en 1933, mais c'est fin 1931, début 1932 que la question est réglée et qu'on voit qu'on est dans un basculement, enfin, tout est possible. Il y a à peu près 11 millions de chômeurs.
Ça correspond à une situation où il y a effectivement à peu près 30% de la population qui se demande ce qu'elle va bouffer le soir, quoi. Si vous regardez les conditions du déclenchement de la révolution russe, effectivement, là où elle se déclenche, on est dans des zones où il y a une population qui est en situation de grande précarité et qui est très importante, à peu près de cet ordre-là. C'est une règle sociologique, si vous voulez, c'est à peu près à ce niveau-là que ça se déclenche. C'est pas exclu, effectivement, qu'on aille vers ce genre de scénario en France. J'espère que ça n'arrivera pas, mais c'est pas exclu. Attendez, je finis de répondre à monsieur. Attendez, je finis de répondre à monsieur, puis après je vous réponds. Alors, qu'est-ce que la BAD peut faire dans un cas comme ça? Moi, je crois, si vous voulez, que dans un cas comme ça, ce qui est important, c'est pas tellement d'avoir une BAD, c'est d'avoir un réseau de BAD, qui peuvent d'ailleurs être des gens qui ont des bases autonomes temporaires en ville. Ça peut aussi être des choses en ville qui se font. Dans ce genre de situation où on glisse dans des scénarios un peu à la Yougoslave, par exemple, aussi. Bon, les gars qui s'imaginent qu'ils vont s'en sortir tout seuls et assurer leur sécurité tout seuls parce qu'ils sont Rambo, ils commettent une petite erreur, ils confondent les films de Hollywood avec la réalité, c'est pas pareil. Les gens qui s'en sortent, c'est ceux qui sont dans des réseaux, ceux qui ont les moyens de s'intégrer dans des groupes qui sont capables d'assurer leur protection. Et en ce sens, dans un scénario de ce type, je ne suis pas un spécialiste. Là, je parle de quelque chose que je ne connais pas. Je veux dire, moi, je maîtrise à peu près bien l'économie, c'est un domaine que je connais. La guerre, c'est pas mon truc. Mais d'après ce que j'ai lu, ce qui est intéressant dans ces cas-là, c'est d'avoir un réseau, d'avoir un. C'est pas 5 mecs dans un coin qui font un Fort Chabrol, ça sert à rien. Ce qui est intéressant, c'est d'être inscrit dans un réseau structuré, organisé, où vous ne subissez pas, quoi. Voilà. Je veux dire, il y a un truc intéressant à savoir sur le siège de Sarajevo. J'ai découvert ça en lisant récemment l'interview d'un officier français qui s'y était trouvé. Pendant tout le siège de Sarajevo, il y a des gens qui ont très bien mangé. Sarajevo était encerclé. Il y avait des milices serbes qui tiraient dans tous les coins autour. Mais dans Sarajevo, il y a des gens qui mangeaient très bien. Il y en a qui crevaient de faim, mais d'autres qui mangeaient très bien. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savaient, par des réseaux familiaux ou autres, où est-ce qu'il fallait aller pour discuter avec des paysans serbes du coin qui continuaient à approvisionner Sarajevo. Il y a des gens, pendant tout le siège de Sarajevo, ils ont mangé tranquillement leur gigot, des moutons des paysans serbes qui continuaient à approvisionner Sarajevo. Voilà. Parce que ils étaient dans les bons réseaux, alors ils savaient. Alors monsieur, vous vouliez poser une question, je crois. Non. Sur la part des Américains qui alimentaient Oui, je crois. des aides sociales. Oui, il y a une. Je crois qu'on en est à. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais 30 millions, c'est ça? 47 millions. De la marche sur BFM à 40. Ouais. Le jour où ils sont 100 millions, normalement, ça explose. Voilà. Si ma petite loi est juste, le jour, voilà. Mais non, mais il faut comprendre. Enfin, je veux dire, honnêtement, c'est un truc. Moi aussi, ça me surprend qu'il ne se passe pas plus de choses aux États-Unis. Mais il faut voir que c'est très très dur de se révolter.
Ah non, mais je veux dire, moi, honnêtement, aujourd'hui, je serais américain, je pense que je serais fou. Je serais fou. Je veux dire, c'est un pays qui a une surface agricole utile gigantesque. Il y en a quand même une grande partie qui est très productive, qui est facilement très productive. C'est un pays qui, malgré tous les délires auxquels ils se sont livrés, reste une très grande puissance économique productive, en fait. On dit toujours ils sont désindustrialisés. Ah, mais ils fabriquent des armes. Pardon? 80% de l'industrie, c'est des armes. Non, 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 non. Il n'y a pas que les armes aux États-Unis. Il y a aux États-Unis un niveau de désindustrialisation qui est légèrement plus avancé qu'en France. Mais pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus. Ça reste potentiellement une très grande puissance productive, même si évidemment, à force de déconner pendant 30 ans, pendant 40 ans, ils ont réussi à foutre en l'air une grande partie de leur potentiel. Mais on voit bien d'ailleurs qu'il a suffi de baisser, enfin il a suffi, entre guillemets, de baisser les salaires à General Motors, les salaires de base divisés par 2, boum, ça repart. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est bel et bien le libre-échange et la concurrence avec des salariés chinois ou autres beaucoup moins payés. Mais les capacités productives sont toujours là. Vous savez, c'était pas évident qu'ils allaient redémarrer à General Motors. C'était pas évident parce que quand vous cassez tout comme ça pendant des années, il faut savoir aussi après si ça peut redémarrer. C'est que pour faire fonctionner une usine, ça c'est un truc que j'ai remarqué souvent, les économistes ne le savent pas parce qu'ils n'ont jamais mis les pieds dans une usine. Très souvent. C'est des mecs qui sont dans la théorie économique pure. Pour faire fonctionner une usine, il ne suffit pas d'avoir de l'investissement et des débouchés et des brevets. Il faut des ingénieurs, il faut des techniciens, il faut une main-d'œuvre, il faut une pratique du dialogue social, entre autres. Il faut savoir faire travailler tous ces gens-là ensemble. Bon, si vous démolissez, ça ne s'invente pas du jour au lendemain. Je veux dire, pourquoi l'Allemagne est si productive? Parce que les raisons du succès allemand, bien sûr, il y a le fait que ils n'ont pas hésité avec les lois Hartz à rentrer dans une forte régression sociale. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres raisons. Il y a aussi l'excellence de leur organisation, c'est une réalité. Parce que derrière, il y a une tradition acquise sur des générations et des générations. Bon. Aux États-Unis, on pouvait se dire, il y a encore 2-3 ans, peut-être qu'ils ont tout cassé. La rapidité avec laquelle General Motors semble rebondir montre que tout n'est quand même pas cassé à ce point-là. Donc il faut... En fait, il y a encore du potentiel, quoi. Je veux dire, il y a une immense richesse potentielle aux États-Unis, quoi. Et effectivement, parce qu'ils sont tombés sous la coupe de quelques... Mais presque c'est surréaliste comme situation. De quelques milliers de connards de la pire espèce, richissimes, qui sont, mais, enfin je veux dire, des prédateurs purs maintenant. Je veux dire, les marchés financiers, les grandes banques d'affaires, il faut arrêter, ce sont des prédateurs purs. Quand ces mecs-là viennent expliquer qu'ils sont des prestataires de services pour l'économie, c'est absolument incroyable. C'est exactement comme si un loup venait expliquer à un troupeau « je suis un prestataire de services ». Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bon. Voilà, et à cause de ça, ce pays qui est potentiellement toujours aussi riche, bon, s'effondre complètement, totalement. Si j'étais américain, je serais fou. Mais après, une fois que vous avez dit je suis fou, qu'est-ce que vous faites? Voilà, c'est là que ça devient compliqué. Et vous savez, pour qu'un peuple se révolte, il faut qu'il y ait la masse critique de gens en lui qui n'ont plus rien à perdre et qui savent pas ce qu'ils vont faire, qui savent pas où ils vont. Mais de toute façon, ça sera mieux que ce qu'il y avait avant. Honnêtement, c'est comme ça que ça marche, à mon avis. Et puis, il faut aussi la minorité qui va savoir piloter cette révolte. Mais en général, il y a toujours une minorité qui surgit. Il y a toujours des mecs qui veulent être calife à la place du calife, ça se trouve assez facilement. Voilà, c'est mon opinion. On a vu toute une économie de risque
se mettre en place, en particulier depuis les années 70. On a séparé l'or du dollar et empêché par exemple certains pays de monétiser leur dette. Selon vous, à quel point les dernières crises ont été voulues ou provoquées? Alors, il y a une chose qui est sûre, ça c'est un constat qu'on peut tous faire. La crise qui est déclenchée avec la bulle des subprimes a été utilisée pour justifier des politiques socialement régressives. Ça, on peut tous faire le constat. En tout cas, ça a été utilisé pour ça. Et d'une certaine façon, on retrouve là toujours la capacité qu'a le capitalisme à recycler ses dysfonctionnements. C'est ce qui explique que, malgré tous ses défauts, ce soit le système le plus performant au sens du plus capable de survivre qu'on connaisse, parce qu'il sait recycler ses dysfonctionnements. C'est-à-dire que le capitalisme, c'est un truc, ça vous fout la merde, mais ça transforme la merde en fumier, puis ensuite ça fait pousser des trucs dessus. Bon. Ça c'est un constat qu'on peut faire. Est-ce que ça prouve que ça a été préparé? Non. Ça peut, je veux dire, les choses peuvent arriver aussi sans avoir été voulues, et puis après elles sont recyclées et réutilisées. Bon. Ça c'est un premier constat. Deuxième constat, il est impossible que les gens qui pilotent ce système ne sachent pas les dysfonctionnements qu'ils produisent. C'est-à-dire qu'il y a une partie de ce qu'ils nous disent, c'est du foutage de gueule. Je parlais tout à l'heure, par exemple, de ces banquiers d'affaires qui vous expliquent qu'ils rendent un service à l'économie. Bon, alors, si on arrête le sketch à un moment, il faut quand même savoir qu'avant la crise de 2008, sur les activités bancaires traditionnelles de services, le taux de rentabilité des banques était assez faible. C'est sur les activités de marché, le trading, en gros, que les taux de rentabilité étaient très forts. Et les banques faisaient leur rentabilité comme ça, avec des taux, dans certains cas, très importants. Il y a, je crois, en 2007-2008, les banques arrivent effectivement à dégager le mythique 15%, ou quelque chose comme ça, de rentabilité sur capitaux propres. Bon, les dirigeants ne peuvent pas ne pas savoir que quand les banques dégagent 15% de rentabilité, alors que le taux de croissance réel de l'économie c'est 5%, et que les banques ne produisent rien à part du service à l'économie, donc il n'y a pas de taux de croissance autonome, endogène en quelque sorte, forcément ça veut dire que les 2/3 de la rentabilité qu'elles dégagent, c'est par prédation. C'est un exemple parmi d'autres du fait que ça, les dirigeants ne peuvent pas ne pas le savoir, parce que c'est un simple point de logique. On voit bien que s'il y a un mec qui ne crée pas de croissance autonome et qui dégage une rentabilité 3 fois plus élevée que la croissance moyenne, c'est forcément qu'à un moment, il fait une prédation. Alors, il fait une prédation en arbitrant avec du trading à haute fréquence ou je ne sais pas quoi. Et vous... Pardon ? En fait, oui, si vous voulez... en fait, ce qui s'est passé, c'est que les banques ont jeté les bases d'une situation potentielle d'hyperinflation qui, pour l'instant, n'est pas avérée. Après, on pourra en parler. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles étaient obligées, en quelque sorte, à un moment, ces autorités de régulation qui les y ont amenées, pour compenser un phénomène général de dérive inégalitaire. C'est-à-dire que quand vous empêchez les gens de consommer parce qu'ils ne gagnent plus d'argent, il y a forcément un moment où il va falloir leur prêter pour continuer à faire fonctionner le système. Bon. Ça c'est un constat donc qu'on peut faire pour revenir à ce que je vous disais. C'est évident, les dirigeants ne peuvent pas ne pas savoir ces choses, quoi. Je veux dire, ils ne sont pas débiles, ils n'ont pas 80 de quotient intellectuel, donc ils le savent. Donc ils savent très bien où ça va mener leur truc. Ils savent très bien où ça va mener leur truc. Quand on voit les prix de l'immobilier exploser aux États-Unis dans les années 2000,
quand on voit la courbe des emprunts subprimes faire comme ça, une sorte de presque d'asymptote, Ben Bernanke sait très bien où ça mène, M. Greenspan avant lui le savait très bien, et il ne faut pas nous raconter des conneries, il le savait. Donc il y a des choses qui sont au moins tolérées. Ça ne veut pas dire qu'elles sont programmées, ça veut dire qu'elles sont tolérées. Ils ne peuvent pas ne pas le savoir. Je veux dire, ils ont toléré à un moment la bulle de l'immobilier, en sachant qu'elle imploserait. Ils ont toléré la diffusion du problème à travers la titrisation, en sachant que ça rendrait le problème impossible à cantonner et que donc à un certain moment, il faudrait sauver tout le système. Non, il ne faut pas se foutre de notre gueule. Tout ça, ça a été toléré. C'est-à-dire qu'il est possible que ça ait été fait spontanément par plein de petits malins un peu partout dans le système qui avaient compris où est-ce qu'ils pouvaient, n'est-ce pas, se faire un peu de beurre. Mais les autorités de régulation l'ont au minimum toléré. Elles ne l'ont pas forcément programmé, mais elles l'ont vu venir longtemps à l'avance et elles ont dit tant pis, on laisse faire. C'est sûr. C'est sûr. Après, est-ce que de là, on peut monter à l'étape suivante, c'est-à-dire dire, oui, bah, depuis le départ, ça a été programmé. En quelque sorte, on a planifié le crash de l'économie financière, en tout cas occidentale, pour justifier un ajustement brutal du niveau de vie des populations occidentales. Alors on ne peut pas le prouver formellement. Il faut toujours faire très attention quand on parle de complot, parce que si on commence à avancer des choses sans pouvoir prouver formellement, en fait on est contre-productif, parce qu'on va accréditer l'idée que nécessairement on parle en l'air, on n'a pas de preuves, etc. Il faut être très méthodique, très précis dans ce qu'on dit. Non, on n'a pas de preuves. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une suspicion légitime. Il y a une suspicion légitime, pourquoi ? Parce que ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, qu'on voit sortir des livres, qu'on entend des discours par des gens qui sont au cœur du système, des gens comme Jacques Attali en France, Zbigniew Brzezinski aux États-Unis, des gens comme ça, où ils disent clairement, il y avait même eu un livre de Strauss-Kahn où la phrase que je vais vous citer, je crois bien que c'est un livre de Strauss-Kahn, où la phrase était écrite en toutes lettres. Je vérifierai, mais je crois que c'est Strauss-Kahn. Il faut que les populations des pays occidentaux convergent vers le niveau de vie des classes moyennes des pays émergents. Point. Alors, quand vous savez que les mecs ont décidé que c'est ça qui allait se passer, c'est-à-dire en gros, au lieu de dupliquer sur la planète une structure égalitaire, on dupliquera sur la planète la structure inégalitaire des pays émergents qui sont marqués par de fortes inégalités. En Chine, en Inde, il y a de très fortes inégalités. Et qu'on fera ça en faisant converger les populations occidentales vers à peu près la classe moyenne de l'Inde ou de la Chine. Donc ça fait 20 ans qu'ils y pensent, ça fait 30 ans qu'ils y pensent. Et que vous voyez par ailleurs se produire un ensemble d'événements financiers, à l'occasion desquels ils mettent en place la dynamique qui conduit à ça, bah, la suspicion est légitime. La preuve, on l'a pas. Mais bon. Pardon ? Ah oui, alors le problème c'est que toutes les décisions, le système est très habile à maquiller les causes de ces prises de décision. À chaque fois, il y a des raisons conjoncturelles. Le 11 septembre 2001. Après l'implosion de la bulle Internet à la fin des années 90, les États-Unis ne sont pas vraiment sortis de la récession. Ils ont eu une sorte de période de non-redémarrage, de sortie partielle de la récession, mais de non-redémarrage. Et à ce moment-là, il y a le 11 septembre 2001, il y a 19 Arabes armés de cutters qui arrivent, qui changent l'histoire, prodigieux. Et oui, je crois à la thèse officielle, je suis un mec bien. Et là, effectivement, on a une baisse ensuite des taux d'intérêt qui est très importante. Bon, c'est parce qu'il faut relancer l'économie, la raison officielle. Alors après, il y a il y a tout un ensemble, si vous voulez, de ruses sémantiques qui permettent aux dirigeants actuels du système
de maquiller les raisons profondes de leur prise de décision. C'est très vicieux. Comment expliquer ça? Parlons de la situation actuelle. Parlons de la situation actuelle. Là, aujourd'hui, vous avez, et on peut lire ça dans les journaux, des gens qui disent qu'il y a un débat entre les conseillers d'Obama, qui sont plutôt, n'est-ce pas, des keynésiens, en fait, et les gens de la Bundesbank, les Allemands, en gros, les méchants, ils font toujours les méchants dans les films avec les Américains, et qui, eux, sont des monétaristes rigides. Alors, il y a une chose qui est vraie là-dedans, c'est que les mecs de la Bundesbank, c'est des monétaristes psychorigides. Ça, c'est vrai. C'est des ordo-libéraux purs et durs. Ils sont là pour stabiliser la masse monétaire. Et à chaque fois qu'on va parler de monétiser un petit peu, vous allez entendre des hurlements outre-Rhin. Bon, ça, c'est vrai. Mais le reste, c'est du pipeau. Et c'est intéressant de voir comment c'est construit. On vous dit que c'est keynésien, ce qui se passe en ce moment avec Bernanke. C'est pas vrai. Là, ce que fait Bernanke, en gros, c'est qu'au lieu d'être un monétariste psychorigide allemand, il montre qu'il est un monétariste laxiste à la Milton Friedman. C'est-à-dire qu'au lieu de stabiliser obligatoirement la masse monétaire, il essaye en gros de stabiliser le produit de la masse monétaire par la vitesse de circulation. Mais ça reste du monétarisme. Il n'y a pas d'action keynésienne. Ou alors c'est la première fois qu'on voit un keynésianisme reposant sur la division par deux des salaires. Ça c'est bon. Donc vous voyez comment une ruse sémantique va cacher en fait la vraie nature des décisions prises aux États-Unis, où on va vous faire croire qu'il y a une forme d'ouverture en quelque sorte vers le néo-keynésianisme, alors qu'en fait il n'y a qu'une version alternative du monétarisme. En tout cas à mon avis. Bon, il y a des petits gadgets, puis de temps en temps il y a quand même des gens autour d'Obama qui tapent un peu du poing sur la table et qui obtiennent des petites choses. Mais fondamentalement, à la base, ça reste le monétarisme, et c'est totalement la théorie de Milton Friedman qui est appliquée. Bon. Mais on vous le cache, c'est une ruse sémantique. Vous allez avoir le même genre de choses si vous regardez ce qui s'est passé en 2000-2001. Alors il faudrait remonter à l'époque. Je n'ai pas en tête exactement la façon dont les choses étaient vendues. Mais à mon avis, ça devait être en gros, on a besoin de détendre des contraintes excessives qui pèsent sur une économie qui est sur le point de redémarrer, mais il faut amorcer la pompe ou quelque chose comme ça. Tout pour ne pas dire tout simplement qu'on est arrivé à un stade où la dérive inégalitaire du capitalisme américain avait quasiment liquidé le marché solvable. Voilà. Et alors le système est très habile pour cacher ça. Donc dans cette espèce de forêt d'arbres soigneusement plantés pour se dissimuler les uns les autres, pour arriver à prouver que les vraies motivations des prises de décision, c'est ce que je vous ai dit, évidemment je crois que c'est le cas, hein, c'est la duplication sur la planète d'une structure inégalitaire, c'est dur à prouver, quoi. Si je peux me permettre pour aller dans le sens de ce que vous disiez, la volonté de détruire le niveau de vie du monde du travail en Occident, quand on regarde ce qui se passe en Espagne, au Portugal, en Grèce, même en France, de partout, on attaque les conventions collectives, on remet en cause tout ce qui protégeait le contrat de travail, on assouplit les moyens de licencier, et ça c'est de manière structurée dans tous nos pays d'Europe. Très clairement, il y a une volonté d'y aller, et en France, c'est le contrat, le pacte compétitivité-emploi, qui a la même vocation, qui est de passer outre les conventions collectives. Pour moi, bien évidemment, ça vient étayer ce que vous disiez tout à l'heure. Et après, si je peux permettre une réflexion, une question là, sur ce que vous disiez au propos de l'Allemagne, combien de temps ils vont supporter la création monétaire, les 1000 milliards qu'a balancé la BCE, est-ce que c'est pas de l'Allemagne que va venir la fin de la zone euro? En fait, alors, je ne peux pas répondre à votre question de façon simple en vous disant oui, non. J'ai pas cette réponse parce que, en fait, il y a une interpénétration entre des problématiques économiques et géopolitiques, et ça se passe dans des débats qui se trouvent au niveau des classes dirigeantes allemandes, et on n'a pas le fin mot de l'histoire, hein. Ça se passe dans la coulisse, on ne sait pas ce qui se passe.
Après, peut-être je peux essayer de vous donner quelques éléments de réflexion. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'Allemagne se porte bien dans la zone euro. Les Allemands, eux, ne se portent pas très bien. Il y a quand même, je ne sais plus le chiffre exact, mais c'est très important. Enfin, il y a à peu près proportionnellement autant d'Allemands qui sont sur des mini-jobs, avec des salaires de misère, qu'il y a de Français qui sont payés, entre guillemets, par le RMI ou des machins comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, en France, les gens, on leur donne une sorte d'aumône, alors que là-bas, on les fait travailler sur des mini-jobs, quoi. Mais c'est pareil, je veux dire, ça va pas très bien au niveau social en Allemagne, il ne faut pas croire. Par contre, c'est vrai que l'Allemagne, sur le plan économique, elle, actuellement, elle va bien. Elle va bien pourquoi? Tout simplement parce que il y a une capacité en Allemagne à maîtriser l'inflation qui est très très grande. Ça explique que lorsque vous mettez dans la même monnaie, dans le même espace de commercialisation, des pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, vous allez avoir des phénomènes de distorsion qui se produisent. Et ça, c'est la connerie de la zone euro. Mais ça fait longtemps qu'on le sait. Je veux dire, les gens un peu lucides l'ont dit dès le départ que c'était une ânerie. Bon, mais enfin, allez savoir pourquoi nos dirigeants ont absolument tenu à faire ça. Donc vous allez vous retrouver avec une situation où vous allez avoir des taux d'intérêt au niveau européen qui sont quand même liés, même s'il y a des variantes nationales, à ce qui se passe au niveau de la BCE, et puis des inflations locales qui ne sont pas liées à ces taux d'intérêt. Il y a eu un moment en Grèce où les taux d'intérêt s'étaient effondrés par rapport à l'historique de la Grèce. Parce que si vous regardez, par exemple, c'est intéressant, le taux auquel l'État grec se finance aujourd'hui, il revient à peu près au niveau qui était le sien avant la zone euro. Parce que tout simplement, on savait très bien à l'époque, il faut se souvenir, il se finance en drachmes. Hein, et on savait très bien que, c'est des Grecs, c'est pas franchement la rigueur économique qui les caractérise, ils sont charmants, mais c'est pas, non, au niveau rigueur économique, c'est pas formidable leur truc. Ça va être du 12-13% d'inflation annuelle. Donc on leur prête en drachmes à 10%. Minimum. Bon, encore on est gentil, quoi. Et si on pense que... Enfin voilà, vous voyez le calcul, quoi. Bon. Il passe en euros. Ah bah c'est l'inflation moyenne de la zone euro, là, qui va déterminer les taux d'intérêt auxquels la Banque centrale peut emprunter. Il y a un moment, si vous voulez, où il y a une convergence qui se produit. Et donc on passe sur des taux proches de ceux de l'Allemagne, un peu plus élevés, mais proches. Mais entre-temps, en Grèce, le fonctionnement de la société grecque reste le même. On est toujours dans une société où les instances de concertation qui existent en Allemagne n'existent pas en Grèce. Il n'y a pas de Mitbestimmung en Grèce. Il n'y a pas d'accord de branche en Grèce. Et puis il n'y a pas non plus la même culture. Vous dites à un Allemand, en ce moment c'est plutôt vache maigre. Il va Umdenken le gars, hein. Ouais, d'accord, c'est vache maigre. Bon. Vous dites à un Français c'est vache maigre, il va dire ouais, vive la sociale. Et c'est pas la même culture. C'est des réalités, je veux dire, c'est comme ça. Donc, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Les salaires en Grèce, l'inflation, elle continue. On emprunte, etc. Donc vous vous retrouvez avec une Grèce qui dégrade sa compétitivité énormément par rapport à l'Allemagne, puisqu'il faut que les salaires suivent l'inflation, qui elle-même répond à des logiques de dialogue social qui ne sont pas celles qui prévalent en Allemagne, et qui déclenchent de l'inflation. Vous voyez? Et si vous regardez la courbe du différentiel de compétitivité entre l'Allemagne et l'Europe du Sud depuis l'introduction de l'euro, en gros, c'est simple. Avant l'introduction de l'euro, c'est à peu près stable, parce qu'au fur et à mesure que les Grecs font de l'inflation, la drachme se dévalue. Voilà. Le jour où vous faites l'introduction de l'euro, c'est pas compliqué. Hop, ça tombe.
Voilà, le différentiel de compétitivité s'accroît. Alors évidemment, l'Allemagne, dans un premier temps, se porte bien avec ça, parce qu'elle exporte. Et finalement, aujourd'hui, l'Allemagne, elle fait un peu à l'échelle de l'Union européenne ce que la Chine fait dans le monde. C'est un peu une petite Chine européenne, finalement. Et elle exporte et elle engendre, et elle n'arrête pas d'engranger des excédents. Sauf que, évidemment, à long terme, c'est absurde. C'est complètement absurde, puisqu'on voit bien que... je veux dire, sinon, si on prolonge ça encore pendant 5 ans, en gros, la Bundesbank est assise sur des réserves gigantesques, et tout autour, tout le monde est dans l'état de la Grèce. Ah, ça peut pas marcher, ça. Parce qu'à un moment, là maintenant, ils n'arrivent plus à exporter en Grèce, les Allemands. Avec quoi vous voudriez que les Grecs leur achètent? Donc, en fin de compte, tout implose. Donc, de toute façon, on voit bien que c'est un modèle qui n'est pas viable et qu'il va falloir en sortir. Alors, comment en sortir? Moi, si j'ai bien compris ce que disent les Allemands officiellement, après des négociations, on n'est pas au courant. Il y a des gars qui se sont barrés à la BCE. Hein, au départ, quand il y a eu les problèmes en Grèce, ce que les Allemands ont eu, enfin une partie en tout cas des classes dirigeantes allemandes, le message qu'ils ont fait passer, c'était en gros, bon bah écoutez, la Grèce fait défaut, bah ça arrive, hein. Donc elle fait défaut, tant pis. Ça fait mal, ouais ça fait mal, ouais c'est vrai, ouais. Après, est-ce qu'elle sort de la zone euro? Bah il faudrait quand même en discuter, hein. Bon, on ne veut pas les pousser dehors, mais enfin Raos quand même, quoi, à la base. Bon, non mais c'était ça, hein. Et quand ils ont vu que ça ne se passerait pas comme ça, il y en a qui ont démissionné. Alors qui est-ce qui a négocié quoi avec qui là-dedans? À la fin, c'est Trichet qui porte le chapeau, parce que c'est lui qui assume la décision à l'époque. C'est pas forcément lui qui l'a prise, hein. On n'en sait rien. Bon, quoi qu'il en soit, on est resté pour l'instant sur ce modèle absurde qui évidemment n'est pas pérenne. Ça, évidemment, les dirigeants allemands le savent très bien. Donc ils savent très bien qu'à un moment, il va falloir sortir de ce truc-là. Alors une première hypothèse, c'est que, en fait, dans la mesure de leurs moyens et sans que ça se voit trop, ils font tout pour que ça explose. C'est-à-dire, en gros, ils disent oui, on va sauver l'euro, il y a Merkel qui va faire son numéro avec Sarkozy. Merkel qui ne décide rien en Allemagne. Il faut le savoir, hein. Déjà, un chancelier en Allemagne ne décide pas grand-chose, en fait. C'est pas comme un président en France, c'est une démocratie parlementaire là-bas. Bon, donc déjà, elle a très peu de pouvoir. Et en plus, elle en a encore moins qu'un chancelier normal parce qu'elle est otage d'une coalition où les mecs ne sont pas d'accord entre eux. Bon. Donc elle va faire son numéro avec Sarkozy, c'est bien, ça fait de la communication politicienne. Ça ne sert à rien, sauf à éviter que Sarkozy passe pour ce qu'il est. Je ne détaillerai pas. Bon. Et éventuellement, ça sert peut-être aussi un peu à Merkel en affichage interne, mais c'est tout. Et en réalité, derrière, on traîne les pieds, on proteste. Alors, quand on se fait imposer par Draghi la remonétisation, enfin, c'est pas de la monétisation directe d'ailleurs, hein, c'est pas ça qu'il a fait. Il a prêté aux banques. En fait, il a fait du Bernanke, c'est-à-dire que je vous parlais tout à l'heure de la différence entre le monétarisme ordolibéral allemand et le monétarisme friedmanien. Avec Draghi à la BCE, on est plutôt passé sur un modèle friedmanien. Ce qui a l'air plus gentil comme ça, parce que dans l'immédiat, ça fait moins mal. Mais en fait, c'est pas vrai, hein. C'est irresponsable. Parce que il n'y a pas, je veux dire, c'est de l'injection d'argent qui ne va pas dans l'économie réelle et qui renforce la dette. Donc c'est irresponsable. On est passé sur ce modèle-là. Bon, les Allemands laissent faire à ce stade. Pourquoi, je ne sais pas. Ah, ça se fait. Ça se fait. Ils sont prêts à partir du Conseil européen. Ils sont pas contents, mais oui, ça fait 2 ou 3 ans qu'ils disent qu'ils sont prêts. Voilà, on sent que ça monte petit à petit. Mais pour l'instant, ils ont laissé faire. Parce que s'ils disaient non, ça serait non, hein. Je veux dire, s'ils disent non, c'est non. Qu'est-ce qui va les obliger? C'est la France qui va, grâce à sa merveilleuse santé économique,
Allez leur dire non, non, c'est vous qui avez besoin de nous. Les États-Unis, voilà. Alors, c'est une hypothèse. C'est les États-Unis qui sont derrière et qui leur ont dit non, vous laissez faire, on gère comme ça. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, il faudra en sortir. Alors, du point de vue maintenant, si on se met du point de vue des Allemands spécifiquement, qu'est-ce qu'ils doivent vouloir? Si on revient à l'ancien système, ils perdent leur avantage de compétitivité. Donc ils ne peuvent plus exporter. Ils perdent leur avantage de compétitivité parce que tout simplement, il y a une dévaluation monstrueuse des monnaies nationales qui sont réintroduites. C'est-à-dire que si on réintroduisait aujourd'hui le franc par rapport aux marques, par rapport à ce qu'il était en 2000, il est dévalué de 15%. Sur les pays français, sur les pays d'Europe. Sur les pays d'Europe. Voilà, ils perdent leur avantage de compétitivité. Enfin, moi, ça me paraît clair. Bon. C'est embêtant pour eux parce que c'est pas avec leur marché intérieur qu'ils vont faire fonctionner leur boutique. Ils sont, et là on retrouve ce que vous disiez, ils sont en début d'implosion démographique. Donc ils n'ont pas de moteur là-dessus. Cela dit, ils peuvent essayer de jouer la carte de l'international. Est-ce qu'ils sont compétitifs hors d'Europe? Oui. Ils sont compétitifs hors d'Europe. Est-ce qu'ils ont vocation à le rester longtemps? Non. Quand on a une pyramide démographique comme la leur, on finit forcément par perdre de la compétitivité. Tant qu'ils seront dans le qualitatif et dans l'innovation, ils auront un avantage. Ouais, enfin, vous savez, dans le qualitatif, ils ne sont pas les seuls à pouvoir en faire. Ils auront, sur beaucoup de créneaux maintenant, ils peuvent être concurrencés par les Japonais. Et les Japonais, qui ont exactement les mêmes problèmes qu'eux, me paraissent capables de leur faire pièce. Donc à mon avis, ils doivent beaucoup hésiter, ils doivent se dire on va voir quelles sont nos options, ils ne les connaissent pas encore. Il y a la problématique géopolitique qui s'insère là-dedans. Bon, c'est de plus en plus évident, ils veulent que les bases américaines dégagent. Ils ne le disent pas ouvertement, mais ils veulent que les Américains s'en aillent. Ils ont une zone d'influence naturelle, l'Europe de l'Est, etc. Bon, puis derrière, ils ont le partenariat potentiel avec les Russes. Et ils doivent, à mon avis, manipuler tout ça et se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait exactement? On ne bouge pas trop, on essaye de dévier les choses dans le sens qui nous arrange, et on se prépositionne autant que possible pour le moment où il faudra prendre les décisions. Voilà, à mon avis, c'est ça qu'ils font. Sachant que l'Angleterre ne laissera jamais faire le rapprochement russe-Russie. C'est une évidence qu'ils seront jamais. Alors en fait, c'est pas ce qui est. Enfin, après, il faut savoir si c'est sincère ou pas. Ce qui est écrit dans le bouquin de Brzezinski, Le Grand Échiquier, textuellement, c'est que les relations bilatérales germano-russes ne doivent être tolérées que si l'Allemagne est elle-même fermement arrimée à l'Ouest. C'est-à-dire que les Américains tolèrent cette relation si l'Allemagne reste arrimée à l'Ouest. Bon, je ne sais pas. Après, vous voyez la complexité. Quand on y réfléchit 2 minutes, c'est pour ça qu'on ne peut pas formuler un diagnostic et une prévision trop carrée, c'est parce qu'il y a trop d'entrants. Et trop d'entrants en plus, dont certains sont pour nous très difficiles à connaître. Mais ce qui est sûr, par contre, ça c'est certain, c'est qu'il faudra sortir du système actuel et assez vite, quoi. Là, actuellement, je crois l'Allemagne en est à 150 milliards d'euros à peu près d'excédent commercial par an. La France est à 100 milliards de déficit, je crois. On s'en approche. Pardon? Ça s'accélère fortement. Ça s'accélère. Bon. Je veux dire, ça, enfin, voilà quoi. Ça ne peut pas non plus durer 10 ans, quoi.